Il est 18 heures, on va peut-être commencer. Je voudrais être sûre que tout le monde m'entend. Oui, merci beaucoup. D'accord, très bien. Merci de votre présence à tous. Je suis Nathalie Tisser-Bonnet. Je suis très honorée de commencer cette séance, ce webinaire consacré évidemment aux modes amiables et autour de Fabrice Vert. Le mois dernier, nous avions eu déjà au CEMA, donc le Centre d'enseignement des modes amiables, nous avions eu déjà l'honneur d'accueillir Jacqueline Mourino pour un webinaire qui avait rencontré déjà évidemment beaucoup de succès. Et aujourd'hui, vous êtes 250 au moins à être inscrits ce soir. Et donc, je suis heureuse de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. Je ne sais pas si beaucoup de personnes sont encore attendues. Toujours est-il qu'il est 18h02 et donc voilà, nous pouvons commencer en vous rappelant le thème de cette soirée qui est célérité et qualité de la justice en temps de crise, quelle place pour la voie amiable. Alors, avant de commencer à proprement parler ce webinaire, je dois vous donner quelques indications sur la façon dont il va se dérouler. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes, une fois que tout le monde sera bien installé. La conférence de Fabrice Vert durera environ 30 à 40 minutes environ, et elle sera suivie par des réponses aux questions que vous pourrez poser. Ces questions, vous avez l'icône Q et R qui s'affiche en bas de votre écran et qui correspond donc aux questions et réponses. Alors, nous ne pouvons correspondre que de cette façon écrite, en tout cas pour ce qui vous concerne, parce que vous êtes trop nombreux pour pouvoir prendre la parole. Et donc, nous vous prions de nous excuser de cette façon de faire, mais vous comprenez, j'imagine, que c'est la plus efficace et la plus ordonnée. Donc, je relayerai les questions auprès de Fabrice Vert, qui pourra donc y répondre dans la deuxième moitié de ce séminaire. Sachez que vos questions et vos remarques sont visibles a priori par tout le monde. Si vous souhaitez que votre nom soit associé, ben vous pouvez le noter dans ce que vous aurez écrit. Nous finirons de toute façon entre 19h30 et 20h, 20h au plus tard. Je mettrai fin à ce second webinaire à 20h au moins. Et dernière précision, sachez que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le retrouver sur le site du CEMA, qui est donc semaphore.org, Semaphore, CEMAPHORES.org. Alors, donc ce webinaire a été préparé par toute l'équipe du CEMA, qui est ici, j'ai presque envie de dire à mes côtés, et que je vais vous présenter rapidement. Donc, Gabrielle Planès, coprésidente, qui peut enlever son micro une seconde pour dire bonjour si elle le souhaite. Oui, je vais dire bonjour à tout le monde et merci pour votre présence ce soir. Merci aussi à Fabrice de participer et de venir animer. Oui, oui. Bertrand Delcourt, coprésident également. Et bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre ponctualité. On n'est pas encore tout à fait au complet puisqu'il nous manque encore une centaine de participants, mais je vois Fabrice qui prend place et on va donc pouvoir commencer. Merci. Merci. Catherine Emmanuel, cofondatrice et directrice pédagogique du CEMA. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce deuxième webinaire du CEMA. Merci à Nathalie de l'animer, merci à toute l'équipe du CEMA et merci à vous d'être présents. Et surtout à Fabrice qui vient d'arriver à bon port sur le bateau de notre présidente. Merci Catherine. Vincent Ramon, chargé de mission au CEMA. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être venus ce soir avec nous. Et Hélène Tounier, fondatrice et secrétaire générale, que nous ne verrons pas, mais que nous pouvons peut-être entendre.
Oui, bonsoir à tout le monde et merci de nous rejoindre ce soir à ce webinaire. Merci Hélène. Fabrice, si vous me permettez Monsieur le Président, de vous présenter si besoin en était encore. Invité de marque s'il en est, premier vice-président du tribunal judiciaire de Créteil, magistrat engagé dans la promotion des modes amiables de résolution des différends. Vous avez été référent médiation de la Cour d'appel de Paris pendant 10 ans et aujourd'hui, vous êtes le magistrat qui a ordonné le plus de médiation et de conciliation en France. Vous êtes aussi vice-président du groupe GEM, donc le groupement européen des magistrats pour la médiation. Et vous transmettez vos grandes convictions à travers l'enseignement de la médiation, que ce soit à l'EFB, à l'ENM, à l'IFOMEN, à l'Université Paris 2, et j'en passe. Alors, avant de vous donner la parole, j'aimerais revenir sur le thème de ce webinaire, qui est donc « Célérité et qualité de la justice en temps de crise, quelle place pour la voie amiable ?» Alors, il n'a échappé à personne que le confinement que nous venons de vivre a pu avoir des conséquences négatives, pour ne pas dire désastreuses, sur la majorité des secteurs d'activité. La justice n'y fait pas exception. Elle était déjà engorgée avant l'apparition du virus par la grève des transports, par la grève des avocats contre la réforme des retraites, et puis là, nous venons de vivre 2 mois de confinement. Alors, elle était déjà en plus appauvrie depuis des années, en manque de moyens. Elle patinait déjà bien avant les mouvements qui ont depuis fortement aggravé son état de fonctionnement. Aujourd'hui, les tribunaux se remettent à l'œuvre devant un stock considérable de dossiers qui sont en attente d'être jugés. On a même pu parler de piles vertigineuses de procédures en souffrance. En outre, nous connaissons les contraintes sanitaires qui ralentissent le travail des magistrats, des greffiers, qui ralentissent la venue des justiciables du fait du respect des mesures barrières et de la distanciation sociale. Donc, plus que jamais, le temps judiciaire est bien distinct et bien différé même de la réalité des besoins des justiciables, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales. En bref, le constat est là, la justice ne peut en l'état répondre aux demandes des citoyens. Alors, n'est-ce pas le moment idéal pour développer massivement le recours aux modes de résolution amiable des différends que sont la médiation, la procédure participative de forme, c'est-à-dire la procédure participative de mise en état, comme de fond, la procédure participative aux fins de résolution amiable du litige, ainsi que le processus collaboratif. Nous savons que toutes ces voies amiables reposent sur les mêmes fondements, les réunions des parties autour d'une table de discussion, éventuellement virtuelle d'ailleurs, intervention des professionnels, qui sont le médiateur et les avocats, orientés vers la recherche d'un accord, apaisement du conflit et donc des parties. Rapidité, efficacité, moindre coût pour le justiciable, ce sont ces caractéristiques qui dirigent ces voies. Alors, en France, malheureusement, nous savons que nous avons pris beaucoup de retard pour développer à leur juste valeur ces processus. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur de la crise, en fait, avec ce déconfinement qui fait apparaître de telles difficultés, et leur intérêt prend tout son sens. Pour vous citer, Monsieur le Président, dans votre article qui est paru il y a juste un mois dans la revue Dalloz Actualité, le 27 avril dernier, vous disiez « Cette crise sans précédent, qui peut se traduire par une asphyxie des juridictions, sera peut-être la prise de conscience de l'urgence de développer enfin une véritable politique publique de développement des modes amiables de résolution des conflits. Nous aimerions en savoir plus. Alors, je laisse la parole à Fabrice Bert pour vous écouter et nous parler de la célérité et de la rapidité de la justice. Quelle place en temps de crise? Nous vous écoutons, Monsieur le Président.
Merci, Madame Tisser-Boinet, de me poser cette question et je vous remercie de votre centre de formation de m'avoir invité pour cette visioconférence qui est un exercice un peu particulier en ce qui me concerne, car évidemment, je préfère voir les participants de manière directe, puisque dans le langage, on sait bien qu'il y a le langage verbal, mais il y a tout un autre paradigme de langage corporel qui est très important. Alors, en ce qui concerne l'institution judiciaire par rapport à la crise actuelle que nous traversons, effectivement, ce sera peut-être d'un mal, peut-être en sortira du bien, sera peut-être l'occasion de réfléchir sur notre mode de fonctionnement et de changer peut-être enfin de paradigme dans la façon de traiter les affaires qui nous sont soumises. Actuellement, nous avons des monceaux de dossiers, évidemment, qui sont dans nos bureaux et dans nos placards, dû à cette crise sanitaire particulièrement aiguë, mais qui succède, comme vous l'avez rappelé, à deux autres crises de cette année qui sont la crise, la grève des avocats plus la grève des transports, qui nous avait déjà contraints à proroger ou reporter l'examen de nombreuses affaires. Alors, je suis ravi d'intervenir dans ce webinaire, surtout déjà de succéder à Jacqueline Morino, qui donc est une personne très importante dans le monde de la médiation, et par rapport à son œuvre et notamment à sa réflexion sur la médiation humaniste, je voudrais quand même rappeler que la médiation n'est pas qu'un mode, avant d'être un mode amiable de résolution des litiges, c'est d'abord une autre façon de concevoir les rapports entre les êtres humains dans une société, c'est-à-dire qu'on est dans une société où l'on essaye d'aller vers l'altérité, d'écouter les autres et de faire une société ensemble en évitant pas le conflit, puisque le conflit est consubstantiel à la démocratie, comme dit Hannah Arendt, mais de résoudre le conflit au mieux des intérêts et des besoins des parties, et surtout en conservant dans cette résolution du conflit tout l'aspect humain. Comme disait le premier président Drey, la médiation, c'est un moment d'humanité dans des procédures parfois kafkaïennes. Alors, il est vrai que jusqu'à présent, l'institution judiciaire a eu beaucoup de mal à s'emparer des modes amiables de résolution des différends et à les mettre en œuvre de manière effective. D'ailleurs, tout récemment, il y a un rapport de la Commission européenne, le CEPEJ, sur les modes amiables, qui a d'ailleurs développé une boîte à outils très intéressante. J'invite d'ailleurs tous les avocats qui sont présents et tous les magistrats qui nous écoutent à aller sur cette boîte à outils du CEPEJ, qui donne tout un tas d'argumentaires permettant aux avocats et aux magistrats d'inciter les justiciables à recourir au mode amiable dans certains cas quand cela le mérite. Mais effectivement, le CEPEJ et différents rapports de la Commission européenne ont constaté que malgré tous les efforts, toutes les directives européennes, toutes les législations nationales qui ont été prises, notamment en France, que le résultat n'est pas encore à la hauteur des espérances. D'ailleurs, le paradoxe de la médiation judiciaire en France, c'est que si nous avons été l'un des premiers pays à nous doter d'une loi en 95 l'organisant, on sait bien qu'aujourd'hui, le résultat n'est pas à la hauteur. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes pour donner une véritable évaluation de l'utilisation des modes amiables dans les juridictions, puisque nous n'avons aucun outil statistique fiable pour évaluer le nombre de médiations-conciliations ordonnées dans les juridictions, puisque nous avons des nomenclatures statistiques, il n'y a pas de nomenclature particulière pour évaluer, par exemple, pour prendre en compte les désistements suite à une médiation, pour enregistrer les homologations. Dans les indicateurs de performance des juridictions, la médiation et la conciliation, pour l'instant, ne sont pas prioritaires. Donc, je me rappelle d'ailleurs lors d'un colloque, un ancien bâtonnier de Paris, qui, lors d'un colloque à l'Assemblée nationale organisé par l'association l'ANM, où cet ancien bâtonnier de Paris avait pour rôle de dresser les statistiques des médiations. Il avait répondu de manière humoristique, comme souvent peuvent le faire certains bâtonniers qui savent très bien s'exprimer
au niveau de l'art oratoire, il avait dit mon travail a été très facile puisqu'il n'y en a aucune, donc je m'arrêterai là. Après, il avait un peu développé davantage les choses. Voilà. Donc, il faut absolument, comme vous l'avez dit, qu'une politique publique de développement des modes amiables soit développée. C'est quoi une politique publique? C'est donner des objectifs aux juridictions, donner des moyens et évaluer. Mais nous pouvons espérer, à l'occasion notamment de cette crise, qu'enfin les moyens, les évaluations et les outils statistiques, et enfin tous les outils qui permettent de développer la médiation et les autres modes amiables vont nous être donnés, puisque l'on entend maintenant beaucoup de personnes dire que les modes amiables peuvent nous sortir peut-être de la crise dans laquelle la justice se trouve actuellement. Alors, il ne faut pas penser que cela va désengorger les juridictions. C'est-à-dire que les modes amiables, ça demande de l'engagement, ça demande des moyens, des effectifs. Pour le greffe, par exemple, lorsque moi en référé, au lieu d'ordonner une mesure d'expertise, je vais ordonner une mesure de médiation, eh bien, il faudra que cette mesure soit suivie par le greffe. Donc, en réalité, ça fait du travail pour les juridictions. Il faut choisir le médiateur, suivre la médiation, etc. Mais donc, l'essentiel pour développer quand même les modes amiables, c'est d'abord aussi un changement de culture. C'est-à-dire que c'est un nouveau paradigme. Au lieu d'être dans l'affrontement sur des positions juridiques, c'est maintenant se centrer sur les besoins et les intérêts des parties. Alors évidemment, ce qui change le plus lentement dans une société, c'est la culture. D'ailleurs, actuellement, quelle est l'image de l'avocat ou du juriste que l'on voit dans les médias, sur les chaînes de télévision, les chaînes d'information? C'est plutôt l'avocat qui est dans la confrontation avec l'autre partie. On entend toujours des termes guerriers, on est toujours dans les arènes judiciaires, le duel judiciaire, j'ai gagné, j'ai vaincu. Par contre, l'avocat qui est dans l'amiable, dans la négociation, et qui va peut-être beaucoup mieux servir les intérêts de ses clients que celui qui sera dans la confrontation guerrière, eh bien lui, on n'en parle pas. Donc, il faut également travailler sur cet imaginaire. Et donc, ça implique quoi? Ça implique d'abord que les magistrats, les avocats et tous les juristes aient une véritable formation sur les modes amiables. Tant que nous ne saurons pas, tant qu'un magistrat ou un avocat ne comprend pas l'intérêt que peut apporter un mode amiable par rapport au rôle traditionnel du juge qui est de trancher le litige en appliquant la règle de droit qui est essentielle dans une démocratie. C'est-à-dire que tous les tenants des modes amiables ne sont pas en concurrence avec le rôle traditionnel du juge. C'est complémentaire. Mais tant que les avocats et les magistrats n'auront pas suivi, par exemple, une semaine un médiateur pour voir ce que peut véritablement apporter une médiation ou une conciliation ou une convention de procédure participative, dans la boîte d'outils des modes amiables offerts aux juges et aux avocats, il y en a beaucoup. Pourquoi les avocats ne se saisissent-ils pas beaucoup plus des conventions de procédure participative de mise en état créées par la loi du 23 mars 2019? C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut absolument que dans les formations des magistrats et des avocats, il y ait une véritable, d'abord un enseignement sur, je crois qu'il y a des professeurs de droit qui doivent nous écouter, je pense à la professeure Lasserre ou à la professeure Fricero. Il faut d'abord que le droit positif des modes amiables, qui n'est pas qui devient de plus en plus extensif et exponentiel, puisqu'il y a de plus en plus de lois, de règlements européens, de directives européennes qui entraînent. Donc, il faut d'abord un enseignement sur le droit positif, en rappelant que la médiation, la conciliation font partie de l'office du juge et que l'avocat également, c'est son devoir lorsqu'il reçoit un client de voir si la solution amiable ne serait pas la meilleure pour son client. Donc, il faut absolument une formation sur le droit positif, sachant que dans le droit positif, je ne vais pas faire un cours de droit, mais il y a deux arrêts fondamentaux qui sont l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Monsilovic contre Croatie du 26 mars 2015 et l'arrêt Menini-Rampanelli de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 juin 2017, qui plus ou moins consacre un véritable droit à la médiation de nos concitoyens. C'est-à-dire que dans ces affaires que j'ai résumées très vite, il y a eu des États qui ont décidé d'obliger les parties à rencontrer un médiateur avant d'agir en justice à peine d'irrecevabilité de la demande de justice. Nos deux cours suprêmes européennes ont dit que c'était parfaitement possible pour un État de faire ça, alors sous condition que le coût de la médiation ne soit pas disproportionné par rapport au coût de l'affaire,
que les parties puissent sortir, quand elles sont entrées dans le processus de médiation, puissent en sortir librement. Donc, et puis l'avocat qui devait être obligatoire en Italie en matière de droit de la consommation, qu'il ne fallait pas imposer l'avocat obligatoire. Donc, il faut absolument que les avocats et les magistrats reçoivent un cours de droit positif sur le sujet, mais après, il faut, à mon sens, alors, on pourrait rêver, comme au Québec, où la moitié des magistrats sont des médiateurs. Il faut saluer l'effort de l'ENM actuellement, qui fait que plusieurs magistrats ont actuellement un diplôme de médiateur. Mais au moins qu'il y ait une initiation pratique sur ce qu'est la médiation, parce que moi, je pense à une de mes collègues de Créteil, où j'ai eu la chance de pouvoir, tous mes collègues ont été très intéressés par les modes amiables, mais j'avais une collègue qui était intéressée, mais je voyais bien, elle n'y croyait pas. Eh bien, comment elle y a cru? Elle a eu la chance, j'avais organisé une formation où il y avait Jacques Salzer, un des grands formateurs de la médiation, eh bien, c'est lui qui l'a convaincu de l'intérêt de la médiation au travers d'une affaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument une véritable formation. Ensuite, lorsque vous avez cette formation pour développer les modes amiables, ça implique quoi également? Ça implique une confiance et une autre façon quand même d'être. Je pense, c'est pour ça que je repense à Jacqueline Morino. Il y a une dimension éthique, humaniste. Alors, je pense particulièrement dans les rapports entre avocats et magistrats. C'est-à-dire qu'on a bien vu ces derniers temps, au travers de cette crise, donc des anathèmes jetés entre magistrats et avocats. À ma dernière audience, je me suis fait entendre dire que pendant 2 mois, on n'avait rien fait. Enfin, bref, beaucoup d'agressivité parfois dans les rapports entre avocats et magistrats. Donc, il faut revenir un peu à une éthique, à une confiance, à un dialogue respectueux entre les acteurs judiciaires. Alors, il est vrai qu'il faut organiser ces rapports et cette communication entre les acteurs judiciaires pour essayer de voir comment développer ensemble les modes amiables. Alors, je sais que, par exemple, il y a des ateliers communs qui sont faits à Paris entre avocats et magistrats dans cette perspective-là. Comment concevoir ensemble, avocats et magistrats, la meilleure façon de développer les modes amiables, c'est-à-dire déterminer les critères d'éligibilité à la médiation, organiser le processus. Il y a également le choix du médiateur qui est fondamental. Alors effectivement, dans une politique publique nationale que beaucoup souhaitent, notamment de nombreux premiers présidents de la Cour d'appel de Paris qui ont fait de nombreux rapports sur les modes amiables qui ont été remis au garde des Sceaux. D'ailleurs, il y en a actuellement en cours à la Cour d'appel. Ont été demandé beaucoup de choses à la chancellerie, notamment de créer un référentiel de qualité de la médiation, c'est-à-dire il faudrait peut-être créer un centre national des modes amiables de résolution des différends qui permettrait de déterminer ce qu'est une véritable formation à la médiation, un référentiel, professionnaliser un petit peu la médiation, parce que les juges ordonneront la médiation et des avocats inciteront leurs clients à aller à la médiation quand ils auront confiance dans le médiateur, donc ce qui implique qu'on ait quand même une assurance de la qualité. Alors, il y a beaucoup d'efforts actuellement, il y a beaucoup d'associations de médiation qui se sont regroupées entre elles pour faire des certifications, pour réfléchir sur ce sujet-là, notamment dans les intervenants à votre centre de formation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont réfléchi sur cette question. Donc, il faudrait quand même maintenant qu'il y ait une certification des formations à la médiation et une certification nationale de la qualité des médiateurs. C'est parce que la confiance ne vient que par l'expérience. Le fait, par exemple, moi, quand j'ai ordonné énormément de médiation, comme vous l'avez dit, mais ce qui fait le succès de la médiation, c'est lorsqu'une médiation a réussi, le bouche à oreille fonctionne et les avocats qui au début parfois étaient réticents à aller en médiation parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est, donc ou des juges qui n'ont jamais ordonné de médiation, bien c'est normal qu'au début il y ait une petite réticence à le faire, mais après quand ils voient qu'il y a une réussite et pourquoi on continue à ordonner des mesures de médiation des magistrats, parce que je suis pas le seul évidemment à ordonner des mesures de médiation en France. Je sais que aujourd'hui nous écoutent de nombreux magistrats de province. Je pense à Gilbert Cousteau, à Philippe Bertrand, Monsieur Fuelda et d'autres personnes. Beaucoup de magistrats ont quand même lancé des initiatives pour véritablement développer une politique de médiation dans leur juridiction. Mais ce qui fait le succès de la médiation quand même, c'est quand la médiation réussit, marche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une médiation qui réussit? C'est pas forcément une médiation ou un accord et ensuite sanctionné par le juge. C'est déjà si les parties
ont été mises en demeure, ont été mises à même de se reparler et de voir l'avenir entre elles, puisque souvent les parties qui vont en médiation continuent d'avoir des rapports entre elles parce que soit elles ont des affaires entre elles, soit parce qu'elles ont des enfants, soit parce que ce sont des copropriétaires, des indivisaires. Et alors rien que le fait de reparler permet d'éviter d'autres procès et souvent quand même de trouver des solutions amiables. Donc tout cela fait qu'effectivement il faut un nouveau changement de paradigme et de façon de rendre la justice, c'est-à-dire qu'on est sur les intérêts, les positions des parties et instaurer un véritable dialogue entre tous les acteurs judiciaires, avocats, magistrats, notaires, huissiers, développer des politiques amiables. Alors, cela se fait déjà. Par exemple, la première présidente Chantal Arens avait créé une unité des modes amiables de résolution des différends à la Cour d'appel de Paris en 2015, où tous les acteurs du monde judiciaire intéressés par la médiation se réunissent régulièrement et essayent de déterminer une politique de cour d'appel. C'est également ce qui avait été fait par le président Stéphane Noël à Créteil, qui avait créé une unité des modes amiables de résolution des différends, où on essaye de créer une politique de juridiction pour développer les modes amiables. Mais à mon sens, pour que l'envol réussisse véritablement, il faut une politique publique nationale, c'est-à-dire il faudrait créer soit une direction des modes amiables à la chancellerie, un observatoire national qui capitalise les acquis de toutes les expériences qui se sont passées en France. Bon, je pense à la plus emblématique, celle de Madame Brunner à Grenoble, mais bon, il y a tout un tas d'autres expériences menées par des collègues et des avocats et des médiateurs dans des endroits dont il faudrait donc capitaliser les acquis de ces expériences et ensuite les développer au niveau national. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Alors, je pense en cette période aussi de crise et en espérant que ce fameux virus finira par disparaître, mais enfin, pour l'instant, il est toujours là. Donc, il faut aussi réfléchir à une autre façon de rendre la justice par visioconférence. Là, on voit bien que c'est pas facile de se parler par intermédiaire d'une machine, etc. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, je rappellerai qu'à la Cour d'appel de Paris, nous avions été en avance. En 2010, nous avions, avec le Forum des droits sur l'Internet, créé les premières médiations judiciaires en ligne. Ça avait même été remarqué par le Bureau du commerce des Nations Unies. C'est la première médiation judiciaire en ligne. On était en avance, on était précurseurs. Malheureusement, quand le Forum des droits sur Internet a disparu, eh bien, le médiateur du net a également disparu. Donc, cette expérience qui avait eu beaucoup de succès puisqu'on avait commencé avec les tribunaux d'instance donc dans les contentieux liés à l'utilisation d'Internet ou aux commandes par Internet de produits de consommation, on avait eu d'excellents résultats et on avait été quand même très surpris de voir que cette expérience était anéantie après beaucoup d'efforts donnés par la Cour d'appel et le Forum des droits sur Internet. Alors, l'espoir faisant vivre, j'ai vu que quand même dans la loi du 23 mars 2019, on reparle de médiation en ligne, de certification. Alors là, je pense qu'il faudrait peut-être relancer cette plateforme de médiation en ligne que nous avions créée. En plus, c'était créé, le Forum des droits sur Internet était un organisme parapublic qui avait été créé par les services du Premier ministre. Donc, il y avait une garantie et puis qui était composée d'associations de médiateurs, je crois, et de représentants de professionnels. Donc, cette plateforme avait une véritable utilité, peut-être qu'il serait utile actuellement, vu la situation de crise dans laquelle on est, de la remettre en route. Alors, moi, actuellement, pour parler de manière un peu plus pratique, j'utilise effectivement la visioconférence dans mes médiations, puisqu'à Créteil, donc je suis actuellement au service des référés, donc j'avais pour habitude d'avoir toujours un médiateur ou un conciliateur de justice à mes côtés lors des audiences, et j'invitais les personnes à rencontrer ce médiateur ou leur enjoignais de rencontrer le médiateur ou le conciliateur, puisque désormais, depuis la loi du 23 mars 2019, on peut délivrer une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur, ce qui donnait d'excellents résultats. Mais bon, vu la crise actuelle, je n'ai plus demandé à mes médiateurs ou conciliateurs de venir à mes audiences. Alors maintenant, je rends des injonctions de rencontrer un médiateur par visioconférence. Donc, les premiers résultats, j'ai vu que les avocats j'ai plutôt eu un écho positif des avocats qui ont contacté les médiateurs par visioconférence. Bon, il est un peu trop tôt là pour évaluer. Alors évidemment, le présentiel dans certains contentieux, évidemment, est mieux. Mais bon, actuellement, il faut bien faire comme ça, puisque c'est une des manières de continuer une politique de médiation et de conciliation. Alors, je pense également, si on voulait vraiment développer une politique publique
incitative, il faudrait quand même des incitations, à mon avis, financières ou des sanctions. Dans les pays anglo-saxons où les modes amiables sont extrêmement développés, c'est parce qu'il y a quand même une sanction pour la partie qui, de manière déraisonnable, refuse de se lancer dans un processus amiable. Il y a des sanctions financières liées aux frais du procès, etc. Donc, nous, en France, si on souhaite développer une politique incitative, on a parfaitement les moyens de le faire actuellement, puisque on peut délivrer une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur, on peut donner une injonction de rencontrer un médiateur et inviter à rencontrer un conciliateur si les diligences amiables ne sont pas indiquées dans l'assignation. Mais si de manière sans aucun motif légitime, une des parties refuse de se rendre à cette information, à la médiation, à la conciliation, eh bien, on peut parfaitement tenir compte, quand on est magistrat, dans son appréciation des frais du procès, de l'article 700. Et ça, je peux vous dire que c'est un système incitatif ou dissuasif qui fait en sorte que les gens, en général, se rendent aux informations à la médiation. Alors, je fais une nuance parce qu'on pourrait croire que je suis favorable à la médiation obligatoire. Je pense justement que non. Je pense que tous les dossiers ne se prêtent pas à la médiation. Et si on en fait un passage obligatoire, ça risque de faire ce qui s'est passé au Conseil des prud'hommes, où il y a un bureau de non-conciliation que les avocats qui ont beaucoup d'humour appellent en général le bureau de non-conciliation, puisqu'il y a très peu de réussite. Donc, le fait de faire un processus obligatoire, on peut craindre que certaines personnes aillent voir le médiateur pour qu'il appose son tampon, j'ai vu un médiateur, et qu'il n'y ait pas une véritable réflexion faite par les avocats, une incitation faite par le juge. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont favorables au mode amiable, mais qui ont une petite réticence par leurs clients. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'actuellement, vu l'image du juge, en tout cas de l'avocat, qui est plutôt le guerrier, qui est là pour défendre à fond les intérêts de son client, hein, qui n'est pas là pour trop négocier avec l'autre partie, parce que ça ferait peut-être pas plaisir à son client, quand c'est le juge qui propose, la réception par le justiciable est différent. Je me suis aperçu de ça à plusieurs reprises, où des avocats que je pensais hostiles à la médiation, parce que dans leur affaire, j'avais vu qu'il n'y avait pas de processus amiable engendré, qui, dès lors que je le propose, alors bien entendu, après avoir regardé si leur affaire s'y prête, s'il n'y a pas de motif, eh bien que les avocats jouaient parfaitement le jeu. Donc, je pense que le rôle du juge est très important dans l'incitation à rencontrer le médiateur ou à rencontrer un conciliateur. Mais il faudrait quand même des sanctions ou des carottes. Par exemple, lorsque des avocats ont recours à une procédure participative de mise en état, qui existe depuis le 23 mars 2019, on en a malheureusement très peu vu encore, qu'il y ait une carotte, c'est-à-dire que l'affaire, par exemple, soit appelée plus vite s'il y a un échec, en tout cas s'il n'y a pas un accord sur le fond. Mais dès lors que les avocats se mettent d'accord pour faire eux-mêmes la mise en état, que leur affaire puisse être traitée plus rapidement. Je crois que c'est une réflexion d'ailleurs qui a lieu actuellement au tribunal judiciaire de Paris. Voilà. Donc je pense que en ce qui concerne cette politique publique, je pense que certainement on va la voir, puisqu'actuellement tous les hommes politiques, d'ailleurs tous les gardes des Sceaux successifs, ont fait des lois relatives au mode amiable. Je pense à la loi de novembre 2016, à la loi du 23 mars 2019. Et là, dans toutes les déclarations que nous entendons de nos gouvernants, il y a apparemment une réflexion sur les modes amiables. Donc, espérons que cette crise, qui quand même est très préoccupante pour notre pays, soit l'occasion, en ce qui concerne le fonctionnement de la justice, soit l'occasion de ce développement des modes amiables. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que ce développement des modes amiables implique quand même une éthique, des valeurs à partager, communes, le respect de la parole de l'autre, un dialogue respectueux entre parties, ce qui parfois, de nos jours, n'est toujours pas évident dans les juridictions. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps des juges québécois à mon audience qui étaient un peu stupéfaits du climat un peu agressif des audiences, des rapports entre avocats qui concluent au dernier moment, qui ne se sont pas échangés les parties, l'un veut le renvoi, l'autre ne le veut pas, des climats un peu tendus et de tension. Donc, je pense que les modes amiables, ce serait une occasion aussi pour apaiser toutes ces tensions, réfléchir sur un mode, de règlement des litiges plus apaisé, qui serait, à mon avis, très bénéfique
pour les justiciables et qui serait très agréable d'ailleurs pour les magistrats de voir un petit peu d'amiable se développer dans les prétoires. Mais évidemment, il faudrait également qu'au niveau de la valorisation des juristes, des avocats, des magistrats, des acteurs judiciaires, que ceux qui sont dans l'amiable soient un peu plus valorisés. Certains ont peur, par exemple, d'aller à l'amiable parce qu'ils pensent que on va croire qu'ils ne veulent pas régler le litige. J'ai des collègues, je fais souvent une formation à l'ENM où de manière anonyme, je demande aux collègues pourquoi ils n'ordonnent pas des médiations, quels sont les freins pour eux. Et bien souvent, c'est une question d'image. Tout le monde a besoin d'être valorisé. Si l'image du juge qui développe les modes amiables, c'est l'image du juge qui veut pas traiter le dossier, eh bien, c'est pas très valorisant. Et en réalité, l'amiable, c'est pas l'aimable, comme le dit une professeure de droit. L'amiable, souvent, ça implique un rapport rugueux au départ entre les parties qui vont s'expliquer sur leur litige et qui vont essayer de crever l'aspect émotionnel et passionnel pour revenir à la raison. C'est ça, l'un des principaux intérêts de la médiation pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait tous quand on s'énerve, hein. Moi, je m'énerve jamais, bien entendu, comme tous ceux qui nous écoutent ici, mais quand on s'énerve, on perd parfois quand même un petit peu la raison. Donc, l'intérêt de la médiation et des modes amiables, c'est de traiter parfois les aspects émotionnels, les émotions, les ressentis, pour revenir à la raison. Est-ce que dans cette affaire, c'est raisonnable que cette affaire dure depuis 20 ans? Moi, une de mes plus belles médiations, renvoi de cassation, d'ailleurs, comme l'a dit la première présidente Chantal Arens dans son discours d'installation, pourquoi pas la médiation à la Cour de cassation, hein? Tous les juges peuvent ordonner des mesures de médiation. Mais une de mes plus belles médiations, c'était 18 ans après la première instance, un renvoi de cassation. Voilà, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de cette affaire, mais en tout cas, j'ai reçu une très belle lettre. Cette affaire, je m'en souviens particulièrement parce que l'avocate qui avait intérêt à aller à la médiation pour sa cliente était très rétive, parce que 18 ans après, on peut comprendre, hein, 18 ans après proposer la médiation, sa réaction avait été très surprenante. Eh bien, en une seule réunion de médiation, l'affaire a été réglée. Et j'ai une belle lettre que j'ai conservée et que j'ai l'autorisation de lire publiquement de cette avocate qui m'a remercié en me disant, bah, évidemment, si j'avais pas insisté, elle n'y croyait pas du tout. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison dans cette affaire ça a marché? Alors, il est vrai que 18 ans après, les choses peuvent avoir changé. Il peut y avoir d'autres éléments, d'autres implications, d'autres parties, hein, qui font que une solution amiable a pu arriver à ce moment-là. Mais je crois que pour tous mes collègues qui m'écoutent là, et tous les avocats qui sont ici, qui participent et tous les médiateurs, donc c'est vrai que la grande satisfaction d'être dans les modes amiables, c'est de voir la satisfaction du justiciable. On est quand même au service du justiciable. Bon, on n'est pas là pour faire plaisir, mais on est là quand même pour apporter une réponse satisfaisante aux parties au regard de leurs intérêts, de leurs besoins. C'est quand même une satisfaction pour les juges, les avocats, les médiateurs, les conciliateurs de justice, tous ceux qui sont dans l'amiable, de voir que les parties sont, en général, quand il y a un accord qui est conclu, il sera en plus exécuté et les parties sont contentes. Et pour l'institution judiciaire, c'est très important. C'est-à-dire que cette institution qui est beaucoup dénigrée, beaucoup attaquée, on le voit ces temps-ci, avoir des justiciables contents du fonctionnement de l'institution judiciaire, eh bien, ça valorise cette institution démocratique qui est quand même un des piliers essentiels de la démocratie. Et je finirai peut-être par ceci. Je pense que les juges et les avocats doivent rester dans les modes amiables parce que c'est une demande de nos concitoyens quand même, des modes amiables. On voit bien qu'il y a des offres de médiation qui se développent partout. Si les avocats et les magistrats disparaissent du circuit, le juge, c'est quoi? Le juge, c'est le gardien des libertés individuelles et le garant de l'ordre public. Si des mesures, et l'avocat, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise un avocat? C'est sa déontologie, essentiellement. Donc, ces deux personnes sont là pour veiller à ce que les médiations ne dérivent pas dans des solutions qui seraient contraires à l'ordre public et qui remettraient en cause nos valeurs essentielles. Je pense notamment à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a des pays où l'égalité entre les hommes et les femmes n'existe pas, et je pense à des affaires que j'ai eues de succession. Quand j'étais à Paris, j'ai statué sur le droit d'aubaine. Il y a des pays où la femme, parce qu'elle est femme, elle aura moins de droits dans la succession que son frère parce qu'il est homme. Eh bien, ça, en France, c'est pas possible. Mais si le juge et l'avocat disparaissent de tous ces circuits des modes amiables, ça existe dans certains pays où ces débats ont lieu, eh bien, on pourra assister à une véritable renversement de nos valeurs essentielles. C'est pourquoi je pense que le juge et l'avocat doivent rester dans les modes amiables, mais il faut qu'ils s'en emparent.
Parce que si elle s'en empare pas, eh bien, ça sera à côté. Et puis, il faut également une véritable politique publique de développement des modes amiables pour qu'on arrive à des équivalences. Je sais que, par exemple, aux Pays-Bas, les modes amiables en matière commerciale, j'avais reçu un de mes collègues d'une cour d'appel, quand j'étais à la cour d'appel des Pays-Bas, il conciliait, lui, 2 affaires sur 3. Je connais un juge québécois ici présent en France actuellement, qui veut être d'ailleurs conciliateur de justice. Je pense qu'il fera un excellent conciliateur de justice. Eh bien, qui a fait énormément ce qu'on appelle les conférences de règlement amiable, où ces juges-là, donc, c'est leur métier de faire de l'amiable. Il y a beaucoup de juges maintenant dans le monde qui font plus d'amiable que de trancher le litige en appliquant la règle de droit. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, c'est quand même fondamental que dans certaines affaires, ce soit le juge qui tranche le litige en appliquant la règle de droit, parce que soit une des 2 parties est beaucoup plus forte que l'autre, et bon, c'est la loi du plus fort. Bien, le rôle du juge, c'est quoi dans une société démocratique? C'est quand même de faire en sorte que la partie la plus faible puisse bien faire valoir quand même ses droits. Et puis, il peut y avoir des parties de mauvaise foi. C'est assez difficile à déterminer, mais il est évident que la médiation ne peut pas marcher quand certaines parties sont de mauvaise foi ou quand une des 2 parties a des problèmes d'ordre psychiatrique. Je ne crois pas à la valeur thérapeutique de la médiation. Alors, je sais qu'il y a des débats là-dessus, mais en tout cas, au niveau de l'instance judiciaire, quand je sais qu'il y a une des parties qui a des problèmes d'ordre psychiatrique, je ne vais pas proposer la mesure de médiation. Je crois que mon temps est terminé. Madame Tisser-Boinet. Alors, il est provisoirement terminé parce qu'il y a beaucoup de questions, évidemment, qui affluent. Alors, une des questions, c'est que pensez-vous de quelle formation minimale pour qu'un magistrat soit formé à la prescription de la médiation? La formation minimale, alors je pense qu'il faut recevoir d'abord une formation théorique par une professeure de droit. Maintenant, il y a beaucoup de profs de droit qui sont dans les modes amiables, qui ont créé des DU universitaires de médiation. Et après, une formation pratique. Alors moi, ce qui m'avait beaucoup plu dans la formation de médiateur que j'ai fait, c'est tout ce qui est techniques de communication non violente, PNL, etc. Alors, à l'École nationale de la magistrature, maintenant, par rapport à une époque, il y a plus de cours sur tout ce qui est technique de communication. Et je pense qu'assister quand même à une médiation ou une conciliation, accompagner un médiateur ou un conciliateur, voir ce que c'est. Bon, je ne vais pas jouer à Saint-Thomas, mais bon, je pense que on est convaincu quand on voit faire un cours théorique sur la médiation, c'est merveilleux, ça présente plein d'avantages. Je crois qu'il faut quand même un petit cours pratique, accompagner un médiateur ou un conciliateur sur le terrain me semble une bonne solution. Très bien. Alors, j'ai une autre question qui concerne l'idée de sanction que vous avez émise et qui demande, est-ce contraire, selon vous, à l'esprit de la médiation, notamment humaniste? Alors, à titre personnel, je suis contre la médiation obligatoire. J'ai fait des articles là-dessus, mais malheureusement, ça c'est d'expérience pratique. Alors après, il y a la théorie, et puis après, il y a la pratique. Quand j'étais juge d'instance, j'ai commencé comment les modes amiables? Moi, c'est en tant que juge d'instance. D'abord, dans mon premier poste, j'avais le temps de faire des transports sur les lieux. Donc, j'arrivais à concilier moi-même les parties parce que quand on va sur les lieux, qu'on écoute, l'essentiel du mode amiable, c'est quand même écouter les gens. Je pense à notre ami Avi, je lui fais coucou s'il nous écoute, au juge belge de Gênes, là, qui a inventé ce qu'il appelle sa boîte à surprise, c'est-à-dire qu'il est juge actuellement des affaires du quotidien et il renvoie les gens, souvent qui viennent le voir, dans une petite salle en leur disant, avant que je ne juge, parlez-vous entre vous. Bon, rien que le fait de parler entre eux, eh bien, il me dit, j'ai plein d'accords. Mais si le juge n'oblige pas, n'enjoint pas aux parties, essayer de se reparler, alors avec l'aide d'un tiers s'il le faut, médiateur ou conciliateur, eh bien, elles n'iront pas. Et autant les juges québécois, par exemple, ont une autorité naturelle, il suffit que le juge québécois dise « je vous invite à rencontrer un médiateur », tout le monde y va. En France, je peux vous dire que on n'a pas la même autorité. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut une injonction avec une éventuelle sanction, si on veut que les parties y aillent. Et je pense également à ce que disait l'ancien, il y avait une conférence à la Cour d'appel de Paris de tous les premiers présidents de cours d'appel de toutes les capitales européennes. Et c'était l'ancien Master of Rolls, un des juges suprêmes anglais, qui avait eu cette très belle image sur la médiation et le caractère obligatoire ou pas. Donc, il parlait d'un âne, excusez-moi, mais bon, il disait l'âne, si on lui tire la queue, si on veut le faire boire, malgré lui qu'on lui tire la queue, il n'ira pas. Mais par contre, si on met une bassine à côté, pleine d'eau, il finira par la boire. Donc, cette métaphore, je l'ai trouvée très intéressante.
Et je pense qu'effectivement, il faut quand même que les gens aient goût de ce qu'est la médiation. S'ils rencontrent pas un médiateur ou un conciliateur, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'en connaissent bien souvent pas les principes, l'intérêt, le processus. Donc, il faut quand même, à mon sens, les obliger, alors dans les dossiers qu'ils méritent, après avoir entendu les avocats et voir les parties. L'idéal pour la médiation, c'est quand vous recevez les parties et les avocats et que moi, évidemment, je rêverais, mais ça, c'est une justice de luxe. C'est pour ça que la médiation, c'est du luxe et que c'est pas du désengorgement. La justice de luxe, c'est je reçois les avocats et les parties, je les écoute et avec eux, j'essaye de voir si effectivement, par exemple, le litige juridique qui m'est soumis, en fait, si je le résous en droit, j'aurais rien tranché du conflit parce que le litige est ailleurs, hein, le conflit est ailleurs. Donc, c'est après quand même avoir écouté, entendu les parties. Et là, si je considère qu'effectivement, en rendant ma décision en droit, je ne résoudrai pas le conflit qui a ses sources ailleurs, et bien là, je pense qu'il faut que je puisse inviter et rejoindre les parties de rencontrer un médiateur et un conciliateur avec une sanction s'ils n'y vont pas. Sauf s'il y a bien entendu un motif légitime. Je l'ai fait en tant que juge d'instance du 18e arrondissement. J'avais un conciliateur à ma droite. Au tout début, je me contentais de dire « Voulez-vous rencontrer monsieur le conciliateur avant que je ne statue ?» Eh bien, 100% des gens souhaitaient que ce soit moi qui statue sans voir le conciliateur. C'est tout. Donc, ça, c'est d'expérience et pratique. Par contre, je suis contre le système obligatoire de la médiation. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose essentielle. La médiation, pour que ça se développe, et la conciliation, ça veut dire qu'on est dans la responsabilité. Il est plus facile de dire que le juge, il comprend rien, a fait n'importe quoi, hein, plutôt que de se mettre les mains dans le cambouis et d'essayer, en tant qu'avocat et partie, de trouver d'abord, de faire une analyse juridique de la situation, de rechercher tous les aspects du dossier économique, émotionnel, etc. Et après, de s'engager pour trouver une solution. C'est-à-dire que ça implique aussi une responsabilité, un engagement et du civisme. Je vais jusque-là. Alors, est-ce que notre pays est prêt à s'engager là-dedans? Ça, c'est une autre question. Mais c'est aussi une question de responsabilité. Les gens prennent leurs responsabilités, hein. Au lieu de se plaindre de la justice trop lente, etc. Bon, peut-être qu'effectivement, la justice est peut-être trop lente. Moi, j'en sais rien. Je vais pas donner mon avis. Mais on voit bien que les sondages nous disent ça. Donc, est-ce que on nous donnera plus de moyens? Faut l'espérer. Enfin bon, vu les budgets restreints actuellement dans tous les pays européens au niveau de la justice, on voit bien que c'est pas la voie qui est actuellement prise en compte. Peut-être que ça le sera, mais on verra bien. Mais en tout cas, dans cette attente, il faudrait peut-être que les gens, avec les avocats, les juges, se prennent en main pour essayer de voir si dans leur affaire, ils ne doivent pas se mettre dans le cambouis pour essayer de se sortir de leur situation par le haut. C'est-à-dire qu'il faut croire en l'humain. C'est pour ça que je reviens à Madame Morino. C'est-à-dire que pour la médiation, il faut croire que l'être humain est capable, même après avoir s'être bien engueulé avec une autre partie, avoir un conflit bien dur, mais grâce à l'aide d'un tiers, sortir par le haut de son conflit. Donc, c'est-à-dire qu'il faut croire quand même en l'homme et en la femme d'ailleurs. Mais voilà, je pense d'ailleurs à un ancien garde des Sceaux lors d'un colloque où je lui avais demandé pourquoi il n'avait pas fait une politique plus dynamique pour développer les modes amiables. Il m'avait répondu parce qu'il pensait grosso modo que tous les justiciables étaient de mauvaise foi. Alors évidemment, si on pense que tous les gens qui viennent en justice sont là pour se faire la guerre, pour essayer d'être de mauvaise foi, de ne pas se donner les pièces, de ne pas avoir un rapport loyal entre eux, eh bien évidemment que la médiation se développera pas. Il faut quand même avoir aussi une conception humaniste en la matière, à mon sens. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai une autre question. Vous avez mentionné tout à l'heure la médiation et la conciliation, et justement, la question porte sur les critères pour proposer un dossier, soit à un médiateur, soit à un conciliateur, selon vous. Alors, ça, on pourrait passer 15 jours, 3 mois, 4 ans sur cette question. Alors, je reviens, bon, il faut toujours, moi je suis juriste, hein, je suis pour la médiation, mais je suis juriste, je reviens toujours à mes fondamentaux. Je parle beaucoup avec les professeurs de droit qui nous apportent beaucoup actuellement. Je pense au professeur Fricero, la professeure Lasserre. Donc, d'abord, il y a les textes. Regardons les textes. La France a quand même quelque chose de très spécifique qui existe depuis un décret du 10 mars 1978, qui sont les conciliateurs de justice. Donc, c'est une institution particulière. Je leur rends hommage, bien souvent parce que ce sont des bénévoles. Dans notre société bling-bling, hein, où l'argent est valeur number one, eh bien, ces gens-là méritent respect et ma reconnaissance, puisque je les ai vus à l'œuvre et j'ai vu les grands résultats qu'ils font. D'abord, donc la différence, c'est le bénévolat. Et je suis moins exigeant
avec quelqu'un qui est bénévole qu'avec quelqu'un qui se fera payer. C'est-à-dire qu'un médiateur, il y a déjà rien que ça, d'un bénévole. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas les qualités des médiateurs. Il y a d'abord des conciliateurs actuellement qui sont également médiateurs, puisque la Cour d'appel de Paris, dans sa liste des médiateurs, a pris des conciliateurs de justice. Donc, vous pouvez avoir des conciliateurs qui sont également médiateurs. Donc, c'est pour ça que faire la distinction, c'est très difficile. Enfin, la conciliation, et moi je peux concilier, je suis magistrat. Si j'avais le temps, je l'ai fait dans mon premier poste, quand j'étais juge d'instance à la Chartre. Ma première belle affaire, c'était une affaire, je la raconte souvent, mais ce qui est vrai, de paysans qui vivaient côte à côte et l'un accusait l'autre que ses chèvres avaient escaladé la clôture et avaient mangé tout son foin. Il a fallu que je juge cette affaire. En fait, je l'ai conciliée. Donc, voilà, la conciliation et la médiation. Normalement, alors, dans la pureté des principes, le médiateur ne doit pas proposer de solution. Mais on sait tous très bien qu'il y a certains médiateurs qui ne vont peut-être pas la proposer de manière directe, mais qui, par leurs questions, par tout le mécanisme, le processus de médiation, vont finir quand même par induire parfois des réponses. Je crois malheureusement que nous avons perdu. Pas le médiateur, mais vous avez des conciliateurs qui disent que non. Nous avons un problème de connexion. Nous ne vous entendons plus régulièrement. Et là? Oui, là c'est bien. Vous m'entendez? Oui. Oh, excusez-moi. Si moi je vous entends, je suppose que tout le monde vous entend. Voilà, alors sur la distinction entre conciliation et médiation, le conciliateur est bénévole, le médiateur est payant. Première chose. Deuxièmement, certains disent que le conciliateur peut proposer une solution, pas le médiateur. Mais enfin, dans les textes, rien n'est marqué. Alors, il est vrai que l'origine de la confusion terminologique est quand même un problème. À mon avis, il faudrait bien déterminer. Il faudrait que le législateur, alors la Cour d'appel de Paris a beaucoup travaillé sur le sujet, remette peut-être le tapis sur l'ouvrage pour bien distinguer chaque mode amiable avec leur régime juridique et leur processus. Mais actuellement, les textes ne définissent pas ce qu'est le processus de médiation ou de conciliation. Donc, vous avez des médiateurs qui se refusent de proposer aucune solution, d'autres qui, de manière inductive, vont quand même faire certaines propositions. D'ailleurs, dans certains médiateurs institutionnels, c'est carrément dans la loi qui est indiqué qu'ils peuvent former des propositions. Donc, tout ça, pour l'instant, est un peu flou. Et il est vrai que cette confusion terminologique devrait être quand même un petit peu être mise sur le tapis parce que si tout le monde pense que tout est pareil, je me rappelle d'un colloque où une avocate, au bout d'un moment, elle ne comprenait plus rien entre médiation et conciliation. Elle dit, moi, du coup, je préfère le juge qui statue en droit. Voilà. Donc, il faut peut-être clarifier quand même tout cela pour qu'effectivement, on sache de quoi on parle, le régime juridique, la définition. Mais pour l'instant, la distinction au vu des textes n'est pas évidente. Alors moi, en pratique, qu'est-ce que je fais? Quand les gens n'ont pas d'argent, je propose un conciliateur. Quand les gens ont de l'argent, je propose un médiateur, sachant que l'aide juridictionnelle peut être prise en compte dans la médiation. Mais grosso modo, c'est un des critères basiques, peut-être pas extraordinaire, mais c'est un des critères, voilà. D'accord. Très bien, merci. Alors, nous avons beaucoup d'autres questions. Quel bilan de 10 ans d'activité des magistrats coordonnateurs de médiation des cours d'appel dont les sessions de formation spécifiques ont été supprimées par l'ENM depuis 2019? Je pense que c'est M. Philippe Bertrand qui doit poser cette question. Non, je me trompe? Non, je ne vais pas donner son nom. Je n'ai pas de signature. Bon, il y a d'autres d'ailleurs anciens coordonnateurs qui sont là. Bon, effectivement, si on veut vraiment développer les modes amiables, il faut d'abord, comme je disais, une direction des modes amiables à la chancellerie. Il faut que la chancellerie réunisse tous les conseillers coordonnateurs médiation. Moi, pendant 10 ans, j'ai été conseiller coordonnateur médiation. On n'a jamais eu une seule réunion à la chancellerie des conseillers coordonnateurs médiation. Par contre, c'est vrai que l'ENM avait fait une excellente formation à laquelle j'ai pu participer plusieurs fois, animée par Philippe Bertrand ou Michel Defix. Et je crois que, d'après la question qu'on dit, que cette formation a disparu. Alors, il est vrai que certaines formations avaient été annulées parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits. C'est-à-dire que si
une chose fondamentale pour que la médiation se développe dans le milieu judiciaire, chez les magistrats, il faut que ce soit considéré comme du travail pour les juges. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un outil statistique qui évalue tout le travail qu'on fait en matière de médiation. Et les collègues qui m'écoutent, là, qui sont présents, ils savent très bien que c'est beaucoup de travail en réalité, hein, le choix des médiateurs, réunir les avocats, les huissiers, développer une politique publique, et puis surtout changer dans certaines juridictions. Quand vous changez la culture, c'est très difficile. Vous êtes confronté quand même souvent, pour un juge, c'est pas très agréable au tout début, hein, puisque on est remis en cause, on veut pas changer de pratique souvent, hein, tout ce qui est nouveau. Donc tout ça implique beaucoup, et il faut absolument que dans les indicateurs de performance des juridictions soient pris en compte les modes amiables. Pourquoi pas créer d'ailleurs aussi dans les juridictions des chambres pilotes médiation ou conciliation, comme dans certains pays. C'est-à-dire qu'il faut aussi des structures dans les juridictions. Il faut que dans le code de l'organisation judiciaire soient prévues des audiences de proposition de médiation et de conciliation. Moi, actuellement, j'ai beaucoup développé la médiation et la conciliation au service des référés de Créteil. Résultat, mes premières statistiques ont été très mauvaises puisque mon stock automatiquement a augmenté. Quand j'ordonne une mesure d'expertise, je vide ma saisine, je l'ai rendue en 10 jours, voilà, terminé. Par contre, si j'ordonne une médiation, et j'en ai fait en matière de construction, en VFA, quand vous avez par exemple des petits problèmes, c'est parce que la peinture ne correspond pas à la couleur demandée, qu'il y a 2-3 bricoles à réparer, est-ce que ça vaut le coup d'ordonner une expertise qui va durer 3 ans, écoutez, 10 000 €, je caricature un petit peu. Est-ce que ça vaut pas le coup de se mettre autour d'une table dès lors que le professionnel est prêt à venir sur place, etc. Bon, ça, je l'ai fait. Et ben du coup, ça va prendre du temps puisque je vais ordonner la mesure de médiation. La médiation, alors parfois il faut… ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en matière de médiation, on peut très bien avoir recours à un technicien. Hein, j'ai beaucoup de médiateurs que j'ai nommés, soit en matière de baux commerciaux ou de construction, qui ont recours à un technicien dont le coût sera beaucoup moins cher et où les parties pourront choisir. Donc, mais tout ça prend du temps, n'est pas valorisé. Au contraire, actuellement, les statistiques sont très dévalorisantes pour les juges qui font de la médiation, puisque automatiquement, vous augmentez vos délais, voilà, puisque moi, j'ai une de mes plus belles médiations en conflit collectif du travail. S'il y a bien un domaine dans lequel la plupart des dossiers devraient d'abord passer devant un médiateur, c'est bien les conflits collectifs du travail. J'ai eu comme ça, donc moi j'ai Rungis sur mon ressort et j'ai Orly. J'ai une très grosse société où j'ai nommé un médiateur pour un problème, je ne sais plus lequel. Le médiateur est resté 1 an. Il a résolu tout un tas de problèmes dans la société. Alors j'aurais pu dire non, on arrête là parce que, alors pour mes statistiques, c'est pas terrible, hein, ça c'est sûr, ça me faisait des référés de plus d'1 an. Voilà. Oui, en effet, oui. Alors, si on passe à une autre question, si l'on imagine une certification nationale ainsi qu'un organisme professionnel représentant la médiation, comment cet organisme pourrait-il être créé? Par qui? Avec quelle gouvernance? Alors ça, c'est une question, peut-être Maître Delcourt, Madame Planès, ce serait peut-être mieux à même d'y répondre, puisque beaucoup d'associations de médiateurs se sont réfléchis là-dessus. Nous aussi, à la Cour d'appel de Paris, les premiers présidents comme Jean-Claude Magendie, Madame Chantal Arens, ont réfléchi sur cette question et ont appelé de leur vœu la création d'un conseil national de la médiation qui regroupe les spécialistes. Parce que le danger de créer parfois des conseils nationaux, c'est de prendre des gens qui ne sont pas des spécialistes du sujet. Il faudrait créer un conseil national avec les spécialistes reconnus, médiateurs, juges, avocats, etc., qui connaissent très bien le sujet, pour réfléchir sur cette question d'un référentiel. Alors, certains, comme la professeure Michèle Guillemot-Fnoum, préféreraient qu'on fasse d'abord un observatoire national pour observer avant de prendre des décisions, mais je pense quand même qu'il est temps maintenant au niveau national de prendre des décisions sur la certification de la médiation, la professionnalisation, sur l'institutionnalisation dans les juridictions des modes amiables, si on veut que les juridictions en fassent de manière récurrente. C'est-à-dire que tout ça, il faut créer un conseil national qui soit une force de proposition au gouvernement sur les réformes qui seraient les plus à même de développer les modes amiables. Chaque pays, c'est intéressant de voir ce qui se passe à l'étranger, mais c'est vrai que les modes amiables aussi sont très, comment dire, doivent prendre en compte la culture du pays. D'ailleurs, c'est Fiutak, Monsieur Fiutak, un des penseurs de la médiation, qui disait ceci: la médiation ne peut se développer dans un milieu que si elle s'adapte à sa culture. Mais le grand danger qu'elle s'adapte à sa culture, c'est que le milieu en question la déforme. Par exemple, le doyen Cornu, qui était à l'origine du nouveau code de procédure civile, et à propos de l'article 21 du code de procédure civile qui dit qu'il entre dans la mission du juge de concilier, donc c'est le doyen Cornu lui-même qui disait, ça allait à l'encontre d'une justice engoncée et technocratique. C'est-à-dire, attention,
la médiation et la conciliation, la souplesse et la liberté et la responsabilité des parties, c'est sa force. Hein. Donc, attention à ne pas non plus trop rigidifier, structurer, parce que si on transforme le processus en une procédure en rigidifiant tout, eh bien, ça perdra tout son intérêt. C'est un peu comme la judiciarisation de l'arbitrage, qui fait que certains disent que l'arbitrage aurait perdu un peu de son intérêt à cause de la juridicisation. Alors, le risque pour la médiation peut exister aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut une réflexion de tous les, comment dire, de tous les pionniers de la médiation, de la conciliation, des modes amiables, pour réfléchir sur ces questions qui sont essentielles. Mais nous espérons vivement que ce Conseil national de la médiation soit créé. Oui, nous l'espérons tout à fait. Alors, j'ai une question qui consiste que pensez-vous de la TMFPO? Tentative de médiation. Ben, j'en ai parlé un peu tout à l'heure sur la médiation obligatoire. Moi, je suis plus favorable. Alors, évidemment, ça prend du temps à ce que le juge, les avocats et les parties regardent si dans leur affaire, un processus amiable pourrait être tenté. Donc, obliger, donc, du coup, les gens à rencontrer un médiateur ou un conciliateur pour discuter avec ce médiateur et ce conciliateur pour savoir si c'est dans leur intérêt, plutôt que de l'imposer systématiquement dans les dossiers. Voilà, bon, après, je ne sais. Il faudrait une véritable évaluation aussi de ce processus. Quand on aura une véritable évaluation de ce processus, qu'on en tire les conséquences. Voilà. Je ne donne qu'un avis personnel. Je ne sais, j'avoue que sur cette question, je ne pourrais pas donner d'avis autorisé. Voilà. Très bien, merci. Quid de l'obligation d'information à la médiation avant toute saisine d'un juge? Pourquoi ne trouve-t-on pas une liste affichée dans la cour d'accueil des tribunaux avec un local de médiation et un badge, sachant que les marques sont de plus en plus demandées? Oui, alors évidemment, c'est ce que je disais, la médiation et la conciliation, ça implique des moyens. Hein. Donc, effectivement, on crée dans chaque tribunal, même des salles. Par exemple, moi, à Créteil, j'ai eu la chance, quand j'ordonne lorsque je fais des permanences d'information à la médiation, en matière de conflit collectif du travail, parfois j'ai eu 30 parties. Qui était là. Donc, il faut avoir une salle. Donc, heureusement, moi, j'ai eu le soutien de mon chef de juridiction et de mes collègues. Donc, j'ai pu organiser tout ça. Mais effectivement, il y a de l'intendance. Donc, il faut des salles, des bureaux. Je me rappelle d'avoir été à la cour d'appel de Berlin, puisque la cour d'appel de Paris était jumelée avec la cour d'appel de Berlin, et j'y étais allé pour faire un petit topo sur la médiation. Et la première chose qu'on voyait dans la cour d'appel de Berlin, c'était un bureau médiation, conciliation. Donc effectivement, affiché. Alors c'est prévu tout ça. Il y a certains textes qui le prévoient, mais après il y a les textes, et après il faut pouvoir les mettre en œuvre. Ça veut dire qu'il faut aussi des moyens. C'est-à-dire que si on veut que la justice fonctionne de manière conforme aux attentes de nos concitoyens, ben, tout ça, ça a un coût. Donc, il faudra peut-être aussi un jour envisager d'augmenter l'effort budgétaire pour la justice. Mais enfin, ça, c'est aux politiques qu'il appartient de décider. Je ne suis qu'un simple magistrat, bouche de la loi, comme disait Montesquieu, et un célèbre président de la République. Une formation commune aux magistrats et aux avocats, au moins pendant une certaine durée, serait-elle de nature à instiller une culture de la médiation commune à ces acteurs de l'institution judiciaire? Alors, je suis très favorable aux formations communes avec les avocats. Moi, d'avoir été dans la médiation, ça m'a permis de connaître les avocats, de connaître comment ils fonctionnent, leurs problématiques. Le gros problème souvent dans nos rapports entre avocats et magistrats qui ont défrayé la chronique ces derniers temps, c'est que souvent le juge ne connaît pas de manière pratique le travail de l'avocat et comme l'avocat ne connaît pas souvent nos problématiques. Donc effectivement de faire des formations communes et on en a fait à Créteil donc avec le bâtonnier. Donc au tout début quand je suis arrivé à Créteil, bon. Voilà, moi j'ai toujours été très impliqué dans la médiation et la conciliation. Tout le monde ne partage pas. Ah, nous avons perdu notre président. Je dois dire qu'on ne vous entend plus. Voilà. Et là, oui, ça remarque. Ça vient d'être reparti. Donc, oui. Ce que je disais, c'est que lorsque j'étais arrivé à Créteil, moi, je suis très favorable au mode amiable. Tout le monde ne l'est pas. Je respecte les avis contraires. Ce qui a fait que les mentalités ont changé, c'est qu'on a fait des formations communes. On s'est parlé avec les avocats. Donc, on ne se parle pas assez. Moi, j'ai connu les audiences de mise en état où les avocats venaient. Pour la médiation, il était essentiel. J'étais à la cour d'appel où il y avait les avoués, mais il était essentiel que les avocats viennent. On se voyait, on pouvait se parler, on se connaît. Voilà.
le problème, c'est l'anonymat. C'est quand il y a beaucoup trop d'avocats, par exemple, dans certains… Alors, beaucoup trop, ça c'est une opinion que certains disent, mais enfin, quand il y a énormément d'avocats que vous ne les connaissez pas, bon, bah, les rapports ne sont pas les mêmes que quand vous avez vos avocats habituels. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est la nature humaine. Donc, c'est pour ça que faire des formations communes entre avocats et magistrats, c'est très important parce que ça permet de nous connaître, de connaître nos problématiques et de développer des politiques, comment dire, parfaites. Hein. Alors, comme dit Gilbert Cousteau, c'est l'intérêt des PPI. C'est vrai qu'on maintenant on a des élèves avocats qui viennent en stage chez nous. Moi, je prends toujours beaucoup de stagiaires, mais également quand on milite pour la médiation, parce que c'est quand même actuellement toujours un acte un peu militant, faut bien le reconnaître. Donc, vous êtes sur le même pied d'égalité avec les avocats qui militent sur le même sujet. Donc, ça permet effectivement de créer une culture commune et d'apaiser les tensions qui sont parfois souvent vives, comme je l'ai vécu à une de mes audiences cette semaine. Donc, il y a beaucoup. Donc, je suis à fond pour les formations communes avec les avocats. Et même une école presque commune. Une école commune, ce serait effectivement très intéressant. Alors là, je vous propose de traverser pour aller au Québec. Pourquoi ne pas envisager, comme au Québec, des juges médiateurs dont la compétence, la légitimité et l'efficacité sont reconnues? Voilà. Alors, on pourrait dire plutôt, ça ferait plaisir à la professeure Ognouk, des juges conciliateurs. Voilà. Et ça coûte cher, c'est-à-dire qu'au Québec, le système judiciaire est complètement différent. Si un juge québécois veut passer 4 jours sur une affaire, il y passera 4 jours. Nous, moi, j'ai eu 90 affaires par audience. Hein. Donc, si vous voulez, ils peuvent se permettre de prendre 2 jours pour concilier. Et si cette affaire n'était pas conciliée, elle pourrait être plaidée 4 jours. Donc, on a un système. Donc, je connais bien les juges québécois pour les avoir fréquentés à de nombreuses occasions. Et quand ils viennent à mes audiences, il y en a plusieurs qui sont venus à mes audiences, on a un système qui est complètement différent. Eux, quand ils concilient, c'est du gain du temps. Nous, c'est du luxe. Si je passais 2 jours sur une affaire pour concilier ou en me déplaçant. Alors, il y a des collègues qui l'ont pris. Je pense à Simone Gaborio, présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris, qui allait sur place en matière de bail commercial à Paris pour concilier elle-même. Effectivement, le juge qui concilie, c'est très bien. Mais alors, ça a un coût. C'est-à-dire qu'il faut qu'on recrute du juge. Hein. Actuellement, je ne sais pas si c'est dans… Mais je suis à fond pour le juge qui concilie. C'est autre chose. C'est-à-dire que dans les modes amiables, il y a plusieurs choses. Il y a le médiateur, le conciliateur de justice, le juge qui concilie, la convention de procédure participative, la négociation. Il y a énormément d'avocats qui négocient. C'est pas ceux qu'on voit le plus souvent, hein, et c'est pas eux qui font leur show médiatique. Mais il y a énormément d'avocats qui sont également dans la conciliation. Et d'ailleurs, ceux-là, je les vois pas trop. C'est à mon avis, je vois plus les autres. Mais enfin, donc il y a aussi tous ces modes amiables ne sont pas concurrentiels, ils sont complémentaires. Et pour un dossier, par exemple, vous pourrez penser la médiation n'a pas marché, mais peut-être que le juge qui concilie, ça marchera. Eh bien, moi, ça m'est arrivé de leur donner comme ça des mesures de médiation qui n'ont pas marché. Quand elle est revenue devant l'affaire devant moi, j'ai fait le juge qui concilie. C'est-à-dire que par contre, j'ai dit aux parties, je ne pourrai pas juger votre affaire après. Je leur ai dit, voilà, dans cette affaire, la décision qui sera rendue en droit, eh bien, ne résoudra rien, hein, et sera contraire aux intérêts des 2 parties. Donc, moi, je vous propose cette solution qui a été acceptée. Voilà. Mais après, je n'aurais pas pu juger. Ça, c'est le juge qui concilie. Le problème en France, c'est que il y a beaucoup de tentatives préalables de conciliation qui peuvent être faites par les juges. Mais ce sont après, ces juges peuvent juger après l'affaire. Ça peut pas marcher. Alors d'ailleurs, ça irait devant les cours européennes des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Je ne sais pas si ce serait considéré comme conforme au procès équitable. Parce qu'évidemment, si les parties savent que vous jugez après, elles vont pas livrer tout ce qu'elles ont sur leur cœur en pensant que ce qu'elles vont dire pourrait leur nuire après. Donc, il faut que le juge qui concilie, d'abord, soit dans son bureau, le fasse de manière confidentielle et qui ne juge pas l'affaire après. Mais je pense que le juge qui concilie, ça pourrait, d'ailleurs, il y a des juges qui concilient actuellement, mais que ça pourrait être très, très bien. Moi, je suis très favorable au juge qui concilie. Mais il faut avoir le temps. Le problème actuellement, c'est qu'on est dans la justice a beaucoup d'affaires à traiter, hein, les monceaux de dossiers qui s'accumulent partout. Passer son temps à concilier, qui serait très bien pour certaines affaires, eh bien, ne serait peut-être pas pour le stock idéal. Alors, j'ai des questions qui sont, à mon avis, plutôt des remarques. Pourquoi ne pas former les médiateurs de la société civile avec les magistrats et les avocats? Et quid d'une école de la médiation pour former tous les médiateurs? Alors, bon, la médiation, c'est quand même pas une profession pour l'instant. C'est pas une profession réglementée. Donc, je pense qu'il faut quand même laisser une liberté et une souplesse dans l'organisation de la médiation. Mais il faut quand même
s'assurer qu'on ne fasse que n'importe qui ne puisse pas se prévaloir du titre de médiateur alors qu'il n'en remplit pas les compétences. C'est ça le problème actuel. C'est-à-dire que c'est pas un titre protégé. Tout le monde peut mettre une enseigne avec Monsieur X médiateur. Tout ça n'est pas contrôlé, donc il faut quand même une certification nationale. Après, rentrer dans des écoles de médiation, etc. J'avoue que ce serait plutôt aux organismes de médiation à en parler. Bon, nous, il faut que les juges, notre problématique à nous, les magistrats, c'est avoir confiance dans le médiateur qu'on nomme. Alors, actuellement, il y a des listes de cours d'appel, mais chaque cours d'appel a sa liste. Hein, donc, c'est très pléthorique. Donc, par exemple, il y a des médiateurs qui ont été acceptés sur certaines listes de cours d'appel et qui ont été refusés sur d'autres. Donc, on sait bien qu'il faut une réflexion plus poussée actuellement sur ce qu'est la qualité et le référentiel métier pour les médiateurs. Voilà, c'est évident. Après qu'il y ait des formations communes avec les magistrats médiateurs, c'est effectivement intéressant que les médiateurs, juges et avocats se rencontrent. Parce que la confiance, elle se fait quand on se voit, quand on se rencontre. Si on ne se connaît pas, alors effectivement, on peut prendre une liste et puis désigner au pif le médiateur avec un jeu de fléchettes. Pourquoi pas? Moi, à mon sens, ça ne peut pas marcher. Ce qui marche, c'est quand le juge choisit le médiateur avec les avocats. Moi, quand je peux le faire, je le fais. Et d'ailleurs, si les avocats se mettent tout de suite d'accord sur le nom d'un médiateur, je ne mets pas du tout mon impérium là-dessus. Parce que déjà, les avocats et les parties, si elles se sont déjà mises d'accord sur le nom d'un médiateur, eh bien, elles se sont déjà mises d'accord sur quelque chose. Et à chaque fois, la médiation a marché. Et je me rappelle d'une des plus grosses affaires que j'ai eu à traiter en tant que magistrat, où j'ai proposé la médiation qui a été acceptée par les parties, mais je les ai convoqués dans mon bureau pour choisir ensemble le nom du médiateur. Ça a duré 1 heure, le choix du médiateur. J'ai cru que ça, au bout d'un moment d'ailleurs, ça commençait un petit peu à me lasser, mais la réussite a été là. C'est-à-dire qu'effectivement, quel médiateur, quel profil? Est-ce qu'il faut prendre un médiateur spécialiste du domaine, un médiateur spécialiste de la communication non violente, un médiateur interculturel, quand vous avez des conflits entre personnes de nationalité étrangère, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte quand on désigne un médiateur et ça prend du temps. C'est pour ça que la médiation, c'est pas pour désengorger les juridictions, c'est pas ça qui sortira la justice de la nasse dans laquelle elle se trouve. D'accord. Alors, pardon. Oui, j'avais une question sur la rémunération des médiateurs qui acceptent les informations à la médiation lors des injonctions de rencontrer un médiateur, sachant que c'est une mission de service public gratuite pour les parties. Alors, il est vrai que les informations, moi j'ai un médiateur systématiquement à mes audiences, ou un conciliateur. Mon conciliateur est bénévole, donc là, mais c'est vrai que l'information est gratuite. Alors, pour l'instant, je considère qu'on est dans encore, pourtant, la médiation judiciaire existe depuis plus de 25, c'est la loi de 95, donc ça fait combien, ça, je suis pas très bon en calcul, en tout cas près de 25, plus de 23 ans. Donc, est-ce qu'on est encore dans le début de la médiation? D'ailleurs, on peut considérer que, bon, si on est dans une période de découverte, que certaines expériences puissent se faire de manière bénévole, ok, mais à un moment donné, il faudra peut-être penser effectivement au coût des informations à la médiation. Pour l'instant, elles se font gratuitement. Alors, ce qui est vrai, c'est que la plupart du temps, ces médiateurs, si les parties acceptent la médiation, en général, elles choisissent le médiateur qui a donné l'information. C'est très rare. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est une information qui est donnée actuellement gratuitement. Alors, est-ce que ça doit continuer à être gratuit ou pas? Ça, c'est une question aussi. J'avais une question sur… attendez, juste que je la retrouve. J'ai une remarque. Merci, Monsieur Vert. Nous devrions travailler plus souvent main dans la main. Alors, c'est ça. Selon vous, le médiateur doit-il être juriste pour être proposé par le juge aux parties? Alors ça, c'est un vrai débat. Oui. Ça dépend des affaires. C'est-à-dire que, par exemple, en conflit collectif du travail, moi j'ai des affaires, par exemple, l'usine est envahie, j'ai eu des affaires comme ça, tout est bloqué, donc le patron dit qu'il y a une grève illicite parce qu'on empêche les employés de rentrer dans l'usine, voilà. Alors, est-ce qu'on peut nommer quel médiateur nommer? Il faut nommer un médiateur qui connaisse quand même, à mon avis, le monde de l'entreprise, qui connaisse le dialogue, ce que c'est qu'un un syndicat, un CSE, voilà, qui soit juriste. Pas spécialement, ça peut être un DRH, ça peut être mais quelqu'un. Parfois, lorsque le conflit, alors
Si le conflit est très technique, juridique, ça peut arriver dans des dossiers où il n'y a pas vrai. Je le demande aux avocats. Je leur dis, est-ce qu'il y a un conflit personnel entre les parties? Ça m'est arrivé. Non, non, pas du tout. Là, vraiment, ce qui les oppose, c'est qu'ils ont une analyse juridique ou technique différente. Alors là, peut-être que le médiateur, technicien ou juriste, si c'est un problème juridique, fera l'affaire. Ça, c'est vraiment à déterminer. Mais parfois, si le médiateur qui est nommé est spécialiste du sujet, il pourra se focaliser sur, par exemple, les aspects techniques, juridiques, et oublier complètement d'autres conflits qui seraient à l'origine du problème. C'est-à-dire un problème, je dis n'importe quoi, de relations antérieures qui n'auraient rien à voir avec le problème juridique ou technique. Donc voilà, le danger, c'est que si on met un spécialiste du domaine, qu'il ne creuse pas l'entièreté du conflit. Ça, c'est pas facile à déterminer. Moi, j'ai pas d'idée arrêtée sur la question. Je voudrais revenir sur votre meilleur souvenir de médiation dont vous nous avez parlé tout à l'heure, le renvoi en cassation après 18 années de procédure. J'ai mieux dans mon entourage un cas de 30 ans de procédure, réglé en 18 mois, pas par mois, réglé en 18 mois de médiation. Un cas également très difficile. Donc, on voit bien que la médiation peut résoudre des problèmes, alors même qu'ils paraissent totalement enquistés, englués, définitivement sur une voie de garage. Et en fait, la médiation peut être l'outil qui permet de sortir les parties et parfois même les héritiers, puisqu'on en était carrément là, de cette horreur du conflit. Enfin, en tout cas, pour ce qui était de cette cassation, la question est de quelle nature de litige s'agissait-il? C'est une question un peu indiscrète. Alors, je peux le dire puisque j'ai cette lettre de l'avocate. Alors, pourquoi j'ai proposé la médiation dans cette affaire? Oser proposer la médiation 18 ans après et pas à la mise en état, le proposer à l'audience, je comprends que les avocats aient déglutis. Pourquoi? Parce que bien souvent, alors maintenant, on a les dossiers avant. La médiation, ça prend du temps parce que plus vous regardez les dossiers avant, moi j'essaye de travailler en amont, alors de regarder les assignations, conflits collectifs du travail. À la cour, on avait la chance d'avoir les pièces un peu avant. Là, mais souvent à la mise en état, c'est pareil, c'est le problème du nombre de dossiers, évidemment qu'il vaudrait mieux le faire à la mise en état. Bon, je le faisais d'ailleurs beaucoup à la mise en état, mais là, je me suis aperçu que je voulais proposer la médiation, c'est en ayant eu les dossiers avant par les parties. Alors, c'était une affaire, c'était une maman qui était âgée, qui avait fait une donation à sa fille d'une partie de la nue propriété d'une maison de famille. Sur la cour d'appel de Paris, on n'a pas que Boulevard Saint-Germain et les Champs-Élysées, on a Auxerre, etc. C'était pas une maison qui valait des millions, elle valait pas beaucoup cher financièrement. Et la banque avait fait une action polienne, voulait qu'on lui rende inopposable la donation. Alors, pourquoi ça avait duré 18 ans? Parce que d'abord, il y avait eu un problème avec la créance de la banque. La cour d'appel avait été cassée. Je me demande s'il n'y avait pas eu 2 cassations dans cette affaire. Donc, il y a eu un problème sur la créance. Le droit de la consommation, il y a des juges qui m'écoutent et des avocats aussi, peut être très compliqué. Donc, la cour avait été affirmée, etc. Et la donation aussi avait subi tout un tas de préjudices. Alors, sur quels critères j'ai proposé la médiation? C'est-à-dire que quand je propose la médiation, je dis toujours pourquoi. Je peux me tromper, comme je dis aux avocats, c'est pour ça. J'accepte le dialogue. Il faut accepter le dialogue. Il faut que le juge accepte d'écouter les avocats et puis que les avocats aussi acceptent de m'écouter. Parfois, c'est pas le cas. Donc, j'avais vu le dossier avant. Pourquoi j'ai proposé la médiation dans cette affaire? Quel est le critère qui, pour moi, est fondamental pour… À nouveau, un petit problème d'audition. Là, vous m'écoutez? Vous m'entendez? Ah oui, ça, on vous écoute. Là, on vous entendait plus tout le temps. Sur quels critères? Pourquoi j'ai proposé la médiation dans cette affaire? Sur quels critères? Qu'est-ce qu'il y a de pire pour un juge? Je pense à mes collègues, je regarde si quelqu'un répond. Enfin, moi, ce qui m'a le plus posé de problème en tant que magistrat, c'est quand je rends une décision que je considère inéquitable. Et comme disait Victor Hugo, qu'est-ce qu'il y a de supérieur à la justice? C'est l'équité. Alors, l'équité, évidemment, chacun a son équité.
Il faut bien sûr appliquer la règle de droit pour tout le monde, c'est l'égalité. Mais dans certaines affaires, Duralex et Lex, eh bien, la stricte application de la loi peut paraître inéquitable. Là, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui était limpide. Donc, l'affaire, je ne vais pas dire qu'elle était cuite, mais enfin, si on avait appliqué, bon, il fallait se rebeller. Alors, on peut toujours se rebeller. Je ne suis pas contre la rébellion. Il faut quand même avoir des arguments juridiques forts pour se rebeller. Là, il n'y avait pas d'arguments. Donc, j'ai proposé la médiation uniquement par équité. Et je l'ai dit aux parties. Et, à ma grande surprise, je n'ai eu aucun effort à faire avec la banque qui a accepté tout de suite. C'est pour ça que quand il y a certains juges qui se restreignent à proposer la médiation, moi, des fois, j'ai été très surpris. Il y a des affaires où je pensais que l'avocat allait me dire oui tout de suite, ou me dit non, et l'inverse. Là, la banque dit, et c'était l'autre partie qui était assez réticent. Alors, je l'ai convaincu en ayant un dialogue franc, je ne vais pas dire viril, mais c'est-à-dire qu'on s'est bien expliqué sur les raisons pour lesquelles elle était réticente. Elle a fini par accepter la médiation et après, elle s'en est félicitée puisqu'elle m'a écrit une longue lettre de remerciement, voilà, l'avocate, mais je l'ai proposé uniquement sur le critère de l'équité. C'est pour ça que quand on propose la médiation ou la conciliation, je le propose toujours quand je pense que c'est l'intérêt des parties ou qu'il y a un critère. S'il n'y en a pas, je ne le propose pas. Mais parfois, je ne le sais pas puisque, comme dit Anne Romanoff, on ne sait pas tout et on ne nous dit pas tout. J'ai rendu parfois des décisions, je pense, en droit fiscal ou en succession, où on voyait bien qu'on nous cachait volontairement une partie du contentieux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rende comme décision? Donc, parfois, c'est difficile pour moi de détecter le critère d'éligibilité à une mesure de médiation. C'est pour ça que je fais beaucoup confiance aux avocats. Et il y a beaucoup d'avocats quand même. Il y a une grosse évolution. Il y a des avocats qui sont dans l'intérêt, qui ne sont pas uniquement dans la volonté de faire avancer la jurisprudence. J'ai eu ça, le cas une fois. Un avocat, il voulait faire avancer la jurisprudence. Est-ce que c'était vraiment conforme à l'intérêt de son client? Peut-être pas, mais après tout, il a sa mission d'intérêt général. Mais voilà. Donc, c'était une affaire comme ça, d'action polienne, où une banque faisait opposition à la donation. Résultat, alors, ça, c'est frustrant pour le magistrat, parce que certaines affaires, j'homologue les accords. Là, je n'ai rien homologué. L'affaire s'est terminée par un désistement d'appel. Il y a eu un arrangement entre les parties, puisque l'avocate me l'a écrit dans sa lettre, en disant voilà. Mais je n'ai jamais, alors j'ai toujours imaginé ce qui s'était passé. J'ai eu plusieurs, mais je veille scrupuleusement à ne rien savoir. Parce que je sais que tout se sait quand même. Si les médiateurs ou conciliateurs commencent à raconter par derrière, à violer le principe de confidentialité, ça, donc je n'ai jamais su ce qui s'était passé. Je reconnais que j'aurais aimé savoir, mais j'ai toujours veillé à ne pas le savoir parce que le grand principe de la médiation et de la conciliation est pour moi qui est fondamental, c'est la confidentialité. D'ailleurs, on a fait un gros travail actuellement à la Cour d'appel de Paris avec la professeure Valérie Lasserre sur, effectivement, il faudrait peut-être modifier quelques textes. Et je pense, par exemple, que la confidentialité, il faudrait peut-être en faire un secret professionnel pour les médiateurs. Alors, évidemment, vu que c'est pas une profession encore réglementée, mais il faudrait vraiment qu'il y ait peut-être une sanction encore plus sévère en cas de violation de la confidentialité. Alors, je sais que beaucoup d'avocats spécialistes de la médiation, quand une médiation est ordonnée, il y a une clause pénale inscrite dans la convention d'entrée en médiation en cas de violation du principe de confidentialité. Et ça, il faut absolument que ça reste confidentiel. Sauf si les parties veulent que le juge homologue, voilà. Sauf si... Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à la frustration du magistrat devant qui on n'homologue pas finalement l'accord qu'on a finalement trouvé hors sa présence et en toute confidentialité, évidemment. Et c'est vrai que c'est un point auquel je n'avais pas pensé. Quand j'ai été magistrat à la Cour d'appel de Paris, dans une chambre commerciale où j'avais ordonné beaucoup de médiations, ou après, quand j'en suis parti, il n'y en a eu pratiquement aucune, parce que ça, le gros problème de la médiation au niveau de l'institution judiciaire, tant qu'il n'y aura pas une politique publique, c'est lié, au bon vouloir du magistrat. Comme dit la première présidente Chantal Arens de la Cour de cassation, comme elle l'a dit plusieurs reprises, tous les justiciables doivent être traités de la même façon. Et ça, je voulais le dire. Et donc, il y a une égalité de traitement du justiciable devant le service public de la justice et tous les justiciables devraient recevoir les mêmes offres de médiation et de conciliation. Il n'est pas normal que dans une cour d'appel ou un tribunal, il y ait des offres de médiation et de conciliation et qu'il n'y en ait pas dans l'autre. Là, il y a une rupture de l'égalité du traitement à la médiation. Et comme je le rappelle, le droit à la médiation et à la conciliation
à mon sens, au regard des directives européennes et des décisions des cours suprêmes européennes, le justiciable a un véritable droit à la médiation et à la conciliation. D'ailleurs, aujourd'hui même, je faisais un référé, la première demande du défendeur, c'était d'ordonner une mesure de médiation. Donc, il y a quand même des avocats maintenant qui s'y sont mis, qui considèrent que leurs clients ont un droit à la médiation et à la conciliation. Tout à fait. Donc, c'est bien puisque ça apparaît comme une avancée. Oui. Question concernant les délais de la médiation. Dès lors que la médiation dans le cadre judiciaire est trop contraignante, je cite, donc délai de 3 mois renouvelable une fois, comme nous le savons, ne vaudrait-il pas mieux interrompre ou suspendre le procès pour que la médiation se développe dans le cadre conventionnel plus souple? Alors ça, c'est un vrai sujet, un vrai problème. Effectivement, les textes à l'origine, on le sait très bien pourquoi il y a eu des délais courts, c'est parce qu'on voulait pas que la médiation soit employée de manière dilatoire par une partie. Mais ça, les textes permettent de mettre ça. Effectivement, moi, je fais très attention à ce qu'une partie n'utilise pas la médiation de manière dilatoire. Quand j'ordonne une mesure de médiation et qu'une partie me dit, moi, je veux bien aller, mais je crains que l'autre ne le fasse de manière dilatoire, je leur rappelle que je peux mettre fin, que une seule partie peut mettre fin au processus de médiation quand elle veut. Et là, je m'engage à rappeler l'affaire le plus vite possible pour éviter tout dilatoire. Mais actuellement, les textes peuvent poser des problèmes quand la médiation dure plus de 6 mois. Et ça arrive. Moi, quand je vous ai parlé de mon problème de médiation en conflit collectif du travail, où j'ai eu une énorme affaire de médiation à la cour d'appel entre 2 sociétés pétrolières, ça a duré plus d'1 an. Dans quel cas on se trouve? C'est très gênant parce que soit le juge ordonne la prorogation alors que la loi prévoit que renouvellement une fois tous les 3 mois, ou soit ça se transforme en médiation conventionnelle, mais alors du coup, il faut mettre fin à la médiation judiciaire. Donc, c'est quand même une problématique. Moi, je pense qu'il faudrait que de manière exceptionnelle, le juge puisse proroger la mesure de médiation. Mais je vais revenir à autre chose. Moi qui ordonne énormément de médiation. En réalité, ça se transforme beaucoup en médiation conventionnelle parce que j'envoie en information à la médiation. Quand les parties se mettent d'accord, eh bien, elles partent en médiation conventionnelle. Pour quelle raison essentielle? Parce que vu l'état d'effectif de mon greffe, si je faisais des médiations judiciaires, ça donne énormément de travail au greffe, eh bien, elle ne pourrait pas suivre, c'est tout. Et en même temps, c'est dommage, parce que dans certaines affaires, du coup, je disparais, puisque ça devient une médiation conventionnelle. Alors que dans certaines affaires, je pense, alors dans certaines, que le juge disparaisse après avoir incité les parties à l'amiable, ça passe pas de problème. Mais dans des affaires, dans des contentieux, il pourrait y avoir quand même au niveau des droits des problèmes d'ordre public, peut-être, je sais pas, des problèmes d'infériorité d'une partie par rapport à l'autre. C'est un peu dommage. C'est pour ça qu'il faudrait, à mon avis, que les textes permettent au juge de proroger ce délai quand c'est justifié. Parce qu'il y a des médiations où quand, par exemple, en matière immobilière, là, j'homologuais énormément d'accords en matière immobilière parce qu'effectivement, par exemple, il y avait des ventes immobilières. Ben, il y avait un acte notarié qui était souvent exigé. Le temps d'aller devant le notaire, etc., ben, ça durait aussi plus longtemps que les 6 mois. Donc ça, c'est un vrai problème. On va passer en matière familiale, si vous voulez bien. Envoyez-vous les affaires familiales de préférence vers les médiateurs familiaux diplômés d'État qui ont plus de 600 heures de formation, soit 3 fois plus que le minimum requis? Alors, j'ai été juge aux affaires familiales dans ma vie de juge. J'ai 30 ans de vie de juge, donc j'ai fait beaucoup de choses, comme beaucoup de mes collègues. Donc, j'ai fait JAF après la loi de 95. Mais enfin, il faut bien dire qu'à l'époque, je sais même pas si elle existait, la loi, donc j'ai jamais ordonné une seule médiation en matière familiale lorsque j'étais JAF. Je n'étais pas du tout dans la culture des juges à l'époque. Après, alors, il y a un diplôme d'État en matière de médiation familiale. Il y a eu un Conseil national de la médiation familiale qui avait été créé, mais donc qui avait proposé certaines choses qui n'ont pas été reprises et d'autres qui ont été faites sans qu'ils aient véritablement donné un avis en ce sens. Alors, effectivement, le diplôme de médiateur familial est très long. Le danger du diplôme de médiateur familial à une époque, à mon avis, c'est que seulement certaines catégories professionnelles ont passé ce diplôme. Ce qui fait que
la diversité, à mon avis, de la médiation familiale dans les offres de médiation, dans les catégories de médiateurs familiaux, était peut-être pas suffisamment assurée. Alors, voilà. Donc, sur le diplôme de médiateur familial, moi, j'ai pas d'avis à donner parce que je ne suis pas JAF. Il m'est arrivé de nommer des médiateurs familiaux qui avaient le diplôme de médiateur familial dans des dossiers où j'avais, par exemple, en matière immobilière, j'avais beaucoup de dossiers en réalité d'indivision post-matrimoniale. Donc, où il n'y avait pas eu de médiation ordonnée devant les JAF. Donc, moi, à ce stade, j'en ordonnais. Il m'est arrivé de désigner des médiateurs qui avaient le diplôme d'État en matière familiale, d'autres qui ne l'avaient pas. Voilà. Mais après, je ne suis pas assez fin connaisseur de cette question pour donner un avis autorisé. Très bien. Alors, je vois qu'il est un tout petit peu plus que 19h30. Est-ce que ce serait notre dernière question? Après 25 ans donc, de la loi de 95 que vous avez mentionnée sur la médiation et la conciliation, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour le développement d'une culture de la médiation? Alors, ce qui me donne de l'espoir, c'est vrai qu'en cette période de crise où on a tous été confinés entre quatre murs, la première conférence de visioconférence que j'ai donnée pour un cours à l'université, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Donc, c'est vrai que l'espoir actuellement, on essaye d'en avoir. L'espoir, eh bien, on l'a en soi ou on l'a pas. Hein. Moi, j'y crois encore. Alors, j'ai eu beaucoup de déconvenues. Hein. Je peux vous dire que le sujet ne m'a pas qu'apporter des satisfactions, puisque j'ai eu beaucoup de problèmes, hein, comme beaucoup de juges d'ailleurs, sur le sujet. Je pense à Madame Bronner, je pense à notre collègue belge Baptistoni, un des pionniers de la médiation, qui est passé 3 fois devant le Conseil supérieur de la justice en Belgique parce que il avait proposé la médiation qui n'existait pas encore dans la loi à l'époque. À chaque fois, il a été bien entendu relaxé, il a eu aucune réprimande, mais donc c'est quand même un combat parfois un peu quand on fait des choses qui changent un peu la culture, c'est pas facile. Mais ce qui me donne espoir, c'est que j'ai par exemple au niveau des avocats avec qui certains j'ai eu des débats un petit peu houleux. Je pense à une avocate à Créteil, je ne sais pas si elle s'est inscrite, qui au début, lorsque j'invitais les parties à rencontrer un conciliateur, puisque vous savez qu'il y a un article 56 du Code de procédure civile qui n'est pas encore abrogé puisqu'il est encore valable jusqu'au 1er septembre, même encore après, puisque bon, je ne vais pas rentrer dans la technique. Donc, le juge peut inviter les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur s'il constate que dans l'assignation, il n'y a pas les diligences amiables. Bien, à cette avocate à Créteil, où la première fois que j'ai fait ça, j'ai cru que le ciel lui tombait sur la tête et que ça allait mal se passer. Eh bien, maintenant, cette avocate passe le diplôme de médiateur et, comment dire, propose souvent la médiation dans les dossiers qu'elle traite. Donc, ce qui me convainc et l'espoir, c'est qu'en réalité, souvent les gens ont peur. Quand on a peur sur les choses nouvelles qu'on ne connaît pas, on a souvent peur. Mais quand on commence à comprendre, à regarder ce qui se passe, bon, la médiation et la conciliation, c'est quand même pas l'horreur. Comme disait Madame Bronner, qui je rends hommage, parce que c'est une des pionnières avec les présidents Belay, etc. Elle disait souvent, c'est une chance supplémentaire qui est offerte aux partis. Si ça marche pas, quel risque vous prenez? Alors, parfois, ça peut coûter un peu cher. La conciliation, c'est gratuit. Dans certaines affaires, c'est pas le coût qui est vraiment en enjeu. C'est une chance supplémentaire qui vous est ouverte. Alors, ce qui me donne l'espoir, c'est de voir certaines personnes qui n'étaient pas au début convaincues et qui maintenant le sont parce qu'ils voient quoi? Eh ben, quand même que c'est une façon apaisée de rendre la justice et que dans une société conflictuelle comme la nôtre, on a bien vu, après tous les épisodes qu'on a traversés ces derniers temps, que les conflits en France se résolvent souvent par la violence, que la médiation, c'est quand même un mode pacifié. Alors, comme je l'ai dit, je rappelle, c'est pas qu'on veut l'éradication du conflit. Souvent, on nous caricature, les pionniers de la médiation et de la conciliation, comme le monde des bisounours. Non, la médiation et la conciliation, c'est pas le monde des bisounours, puisqu'il y a une confrontation des personnes face à face sur leurs problématiques. Au contraire, il faut des vrais professionnels. D'ailleurs, l'avocat accompagnateur de la médiation, c'est un vrai professionnel. Il faut qu'il fasse une analyse juridique du dossier, qu'il propose à son client la solution purement juridique pour voir si l'amiable ne serait pas plus utile. Comme le juge qui propose la médiation, il faut également qu'il fasse une analyse du dossier avant, qu'il voit effectivement au niveau en droit ce que ça donnerait, si c'est les intérêts et les besoins des parties. Donc tout ça, c'est quand même aller dans l'intérêt du justiciable. Et quand même, ce qui donne espoir,
c'est comme en tant que magistrat, on n'est jamais remercié, ou très peu. On est critiqué, ça, à longueur de temps. Il suffit d'ouvrir la télévision ou la radio, ça, les critiques. Alors, on ne fait pas un métier pour être encensé, autrement on fait acteur de théâtre ou autre chose. Hein. Voilà. Mais il est vrai que lorsque vous avez des partis qui vous écrivent « Merci beaucoup, hein, sans vous, j'aurais jamais trouvé cet accord, le procès qui durait depuis 20 ans est enfin terminé », eh bien, c'est une satisfaction quand même morale. Et c'est cette satisfaction morale qui fait que on continue à y croire. Hein. Autrement, si on pensait que ça sert à rien et que c'est pas utile pour les justiciables, moi, je crois profondément que les modes amiables, c'est un droit pour le citoyen français maintenant, et que ça peut être bénéfique pour lui. Alors, pas dans tous les cas, hein, il y a des cas non, mais il y a des cas où je pense quand même, alors évidemment, en France, dans cette culture du conflit qui est quand même toujours prégnante, hein, eh bien, les médiateurs et les conciliateurs ont un rôle essentiel de pacificateurs. Hein, et la justice, comme le disait Paul Ricoeur, c'est quoi le rôle du juge? Le juge, il est là, sa finalité immédiate, première, c'est de trancher le litige, mais sa finalité plus longue, c'est d'assurer la paix sociale. Et je pense que la médiation et la conciliation sont des instruments qui permettent un pays qui est toujours en guerre civile où les gens se confrontent de manière violente, c'est peut-être pas très bon sur plein de point de vue pour le pays en question. Donc moi, c'est pour ça que je crois toujours en la médiation et en la conciliation, même si c'est un peu dur parfois. Mais après, ce qui est satisfaisant, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup quand même d'avocats qui évoluent, de collègues. Moi, j'ai beaucoup de collègues maintenant qui sont très favorables à la médiation et à la conciliation et qui y croient beaucoup. Donc je pense qu'il y a un espoir et je pense que c'est l'avenir de toute façon. Hein. Alors, le danger, c'est que ça se développe sans les juges et les avocats. Si l'institution judiciaire n'arrive pas à en faire, normalement, c'est le CEPEJ qui dit récemment il faudrait que ce soit 25% des affaires judiciaires qui soient résolues par la médiation. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait quand même, actuellement, il y avait des statistiques, on en est loin. Donc, je pense qu'il devrait y avoir énormément d'affaires judiciaires qui devraient, après une politique publique qui, j'espère, sera là bientôt, mais là, j'ai espoir. Hein, je crois beaucoup en nos gouvernants pour qu'ils nous développent des politiques publiques de médiation et de conciliation. Merci infiniment pour tout cet optimisme, toute cette positivité que je partage largement. Et je crois qu'au CEMA, nous sommes nombreux à penser que l'avenir est effectivement à l'amiable. Merci pour votre présentation, votre intervention. Vous écouterez pendant des heures. Je crois que là, l'heure est venue de clore ce webinaire. Merci, je voudrais remercier tous les participants aussi pour votre présence, la qualité de toutes vos remarques et vos interventions. On sait que le sujet est particulièrement d'actualité et donc il suscite beaucoup d'intérêt. J'espère que les vœux que vous avez formulés ce soir, qui sont très nombreux, vous avez émis beaucoup d'idées. J'espère qu'elles seront entendues, retenues et mises en application par nos institutions pour que évolue rapidement ce recours à l'amiable. En attendant, je crois qu'on peut aussi, paradoxalement, se réjouir de l'opportunité qui nous est aujourd'hui donnée par cette crise, qui est crise, on sait bien que en chinois, je crois, la crise signifie aussi l'opportunité. Donc, c'est une opportunité fournie par cette crise, non seulement à la justice, mais à toute notre société, de se rapprocher des vrais besoins des citoyens, comme vous l'avez dit, en leur ouvrant magistralement, si vous me passez l'expression, la voie à la résolution amiable des différends et des conflits en tout genre. J'ajouterais que, en tant qu'avocate, je sais combien la qualité de notre intervention, mes confrères et moi, auprès de nos clients, comptera dans leur vie. Il s'agit même, comme vous l'avez dit d'ailleurs, d'une grande responsabilité que nous portons vis-à-vis de nos clients. En leur permettant de résoudre leurs difficultés par l'apaisement, la compréhension mutuelle et l'accord, nous allons participer à une transformation positive de leur destin. Nous réorientons le cercle vers la vertu plutôt que le vice. En face du vice du combat, de la revanche, de l'aigreur et du ressentiment, de la perpétuation de la colère envers celui qui restera peut-être à vie un adversaire,
du poison intérieur qui peut aller, je n'hésite pas à le dire, jusqu'au développement d'une maladie, et je ne parle pas du virus actuel, en face donc de ces différents vices d'un monde voué à la haine. Les modes amiables nous offrent la vertu de l'expression de soi, de l'écoute de l'autre, de la compréhension mutuelle et de l'apaisement de la relation autant que de la personne. Alors, avocat comme magistrat, notre responsabilité est décidément très grande quand nous recevons un justiciable de l'orientation que nous ferons prendre à son affaire et je n'hésite pas à dire à sa vie. Donc, je voudrais, pour finir, citer la phrase de Deepak Chopra qu'on peut présenter comme étant un philosophe spirituel, un grand penseur en tout cas, et que je mets toujours au fronton de toutes mes formations, que par ma présence, la paix triomphe de l'hostilité. C'est par ces paroles que je vous propose que nous quittions en espérant vous retrouver le mois prochain avec le 3e webinaire du SEMA qui aura lieu le 27 juin, décidément c'est une date, à 18h avec un autre invité de qualité qui est Serge Roy. Serge Roy, un pionnier de la médiation civile et commerciale au Québec, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a une douzaine d'années. Effectivement, il est pionnier de la médiation depuis plus de 30 ans. Il interviendra sur un autre thème bien d'actualité, la médiation par téléphone, vidéo ou visioconférence, mission impossible, et je vous rassure, il y a un point d'interrogation à la fin. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous et donc j'espère à bientôt dans un mois pour ce nouveau webinaire. Et encore merci et félicitations à vous, Monsieur le Président, pour cette très belle soirée que vous nous avez offerte. Merci à vous et j'espère vous revoir, mais en vrai. En vrai. Et je salue tous ceux que je connais et puis même ceux que je connais pas, mais que je finirai peut-être par connaître un jour. Voilà. Tout à fait. Merci à tous et au revoir.